Le 4 août 2020, on est parti à Cannes avec un de mes collègues qui s'appelle Dorian, que je salue. On a pris en photo un très très bel orage et une de mes photos a été élue plus belle photo météo du monde, donc dans la catégorie météorologique et environnement. Donc c'est un orage isolé au-dessus de la mer Méditerranée, dans la baie de Cannes, donc vraiment une photo très pure. Et c'était un ciel très haut, très dégagé, avec la pleine lune qui éclairait que le seul nuage qu'il y avait, qui était l'orage. On a eu un très très bel éclair qui est sorti du haut du cumulonimbus, donc du haut du nuage, et qui a frappé en dehors du rideau de pluie, donc extrêmement ramifié dans un ciel limpide très beau. Et cette photo, oui, a été élue plus belle photo du monde en catégorie météorologie en 2021. Agroclimatologue reconnu pour son engagement pédagogique auprès des agriculteurs et des médias, Serge Zaka est aussi l'un des plus grands photographes d'orage de sa génération. Grâce à une expertise qui lui permet d'allier la rigueur scientifique pour anticiper la position des orages et l'esthétisme artistique, il saisit des instants d'une netteté rare, transformant des phénomènes météo souvent exceptionnels, parfois dangereux, en véritables œuvres d'art. Place au terrain pour une immersion en plein orage. Voilà. Là, on a vu. Donc là, je déplie le trépied et après, je vais mettre l'appareil dessus. Chasseur d'orage, c'est pas un métier. Donc vous avez Chasseur d'orage, c'est pas un métier, c'est une passion. C'est, en tout cas, en France, c'est une passion. Aux États-Unis, c'est un métier, puisqu'on est rémunéré par des chaînes de télévision pour suivre ces orages, ou par des centres de recherche, ou par des chaînes YouTube, etc. En France, c'est pas le cas. On n'a pas les mêmes sensations, les mêmes tornades, les mêmes cyclones. C'est pas pareil. On ne peut pas en vivre, même s'il m'arrive de vendre plusieurs dizaines de tableaux par an, mais en réalité, ce n'est pas ça qui rapporte mon salaire. Je suis Serge Zaka, je suis agroclimatologue, c'est-à-dire je travaille sur l'impact du changement climatique sur l'agriculture, et j'ai 36 ans, bientôt 37. Alors j'ai eu une enfance un peu particulière, c'est pas une enfance commune. En 1989, je suis né donc pendant la guerre du Liban, et donc mes parents ont vécu presque l'intégralité de cette guerre du Liban, et voulant que j'ai un avenir avec mon frère beaucoup plus, on va dire, ouvert que ce qu'ils ont eu pendant la guerre du Liban, on a migré en France. On a migré en France, donc j'ai eu toute une jeunesse où pendant mes 2 premières années, je suis né sous les bombes. Vous étiez à Beyrouth ? C'est le cas de le dire, à côté de Beyrouth, oui. Dans les montagnes ? Dans les montagnes, effectivement. Où ça ? À Beit Shebab. Beit Shebab, ça veut dire la maison des jeunes en français. Et donc dans ce village de Beit Shebab, qui est dans une région chrétienne, qui est, ceci dit, un petit peu plus épargnée que les autres régions, je suis né ici et les premières heures de ma vie ont été un peu différentes, puisque ma mère a dû aller à l'hôpital, par exemple, en tank, pour pouvoir accoucher. Et mes premières semaines de vie, je les ai faites dans une cave d'une usine de mouchoirs, où mon père avait construit un petit landau avec des roues, dans une boîte de carton pour pas que les rats rentrent dans mon landau. Donc c'est vrai que quand je m'écoute parler et que je vois moi comment j'ai pu faire grandir mes enfants, c'est complètement différent. Donc il y a un grand courage de mes parents de venir jusqu'en France sans rien du tout. On est venu avec 3 tapis, je crois, parce que les tapis orientaux, ils les ont pris avec eux, mais ils ont pas pris les meubles, quelques habits. Et puis on a commencé notre vie en France, à côté de la région, à côté de Paris en fait, dans la région parisienne. Et rapidement, j'ai grandi en fait à Versailles où j'étais complètement en décalage, encore une fois, avec tous les autres jeunes, parce qu'à Versailles, c'est quand même une ville extrêmement aisée, où les jeunes de mon âge qui fréquentaient les mêmes écoles étaient fils de chefs d'entreprise, de politiciens, de personnes de l'ONU, et moi j'étais fils d'une infirmière et d'un mécanicien qui faisaient très bien leur boulot, mais j'ai pas du tout eu une jeunesse dorée. Donc vous êtes arrivé en France à quel âge ? À 2 ans. 2 ans. À 2 ans, je suis arrivé en France. Et vos parents, en fait, c'est parce qu'ils avaient eu la culture française, ils avaient appris le français qu'ils ont décidé d'arriver en France ou Au Liban, on a 3 langues obligatoires à l'école, qui est l'anglais, le français et l'arabe. Et mon père, lui, a grandi dans d'anciennes colonies africaines. Il est né sous sol français, des colonies, d'anciennes colonies. Et ensuite, il est parti au Liban pour faire sa jeunesse
en étant franco-libanais. Il était libanais, mais il est né sur un sol français. Et donc, quand il s'est marié à ma mère, il a pu lui donner la nationalité française, alors qu'elle n'était jamais sortie du pays. Et ensuite, je suis devenu français par naissance, alors que je n'étais jamais allé en France. Personne de la famille n'était d'ailleurs allé en France. C'est juste qu'on a eu cette nationalité qui a été une chance par rapport à d'autres personnes de ma famille, qui sont à 95% tous au Liban. Nous, on a eu cette chance d'être nés sur un territoire français, ce qui nous a permis de grandir en France et de faire d'ailleurs nos études en France et d'ailleurs de rester actuellement en France. Est-ce que votre adolescence, vous l'avez vécue en solitaire ou vous êtes fait des amis? C'était un peu particulier parce que j'ai grandi dans cette ville qui est Versailles. Et j'étais à la fois solitaire et à la fois entouré. C'est très étrange à dire. J'essayais de m'intégrer dans un moule social qui ne me correspondait pas. Déjà de par mes origines et de deux, de par mes passions. Les orages, la météo, l'agriculture. Je veux dire, je voulais pas devenir un grand architecte, un grand médecin ou un grand politicien. J'ai fréquenté des fils de ministres dans mes écoles, mais je me sentais pas bien. J'essayais de bien m'habiller, de bien me comporter, alors que j'essayais de m'intégrer, mais dans une France qui, je pensais, était Versailles. En fait, la France, c'est pas Versailles. Mais moi, quand j'étais jeune, je savais pas. Donc j'arrivais dans un milieu où je pensais que mon pays d'accueil, la France, était un pays riche, où toutes les personnes étaient des personnes riches, bien éduquées, qui faisaient de bonnes études, de grandes études. Et d'ailleurs, pendant toute ma scolarité, on nous disait à Versailles, vous serez l'élite de demain. On nous a jamais dit, soyez épanouis et heureux. On nous disait, vous serez l'élite de demain, fondez une entreprise, soyez riches, faites de la politique. Enfin, c'était toujours orienté vers l'élite de demain. Et en fait, moi, dans mon profond, je voulais faire de belles choses, mais ma définition de l'élitisme n'était pas la même. Mais alors, quel était votre rêve? Alors moi, j'ai toujours eu comme rêve, depuis que je suis né, je voulais devenir chasseur d'orage. Alors je l'ai fait, bien sûr, et je voulais travailler pour des causes qui sont utiles à l'homme et à l'écosystème. Alors, il y a des choses qui sont intéressantes dans la médecine, par exemple, c'est utile à l'homme. Il y a des choses qui sont intéressantes dans l'agriculture, ça peut être utile à l'homme et à l'écosystème. Je ne voulais pas devenir politicien. Je ne voulais pas avoir un métier qui repose sur le prestige, mais qui repose pas sur l'utilité. Et donc, je me suis lancé dans des études d'agronomie, tout en étant moi-même passionné de climatologie. Donc, dès l'âge de 9 ans, ce qui est très jeune. Moi, j'ai des enfants, maintenant, j'en ai une qui a 8 ans. Je me dis que à 9 ans, moi, je commençais déjà à lire des livres de thermodynamique. Donc c'est pour vous dire que j'étais un petit peu seul dans mes délires, mais en même temps, j'avais beaucoup d'amis, parce que je suis très sociable. Mais ces amis, pour moi, c'était pas c'était basé sur un paraître. C'était basé sur quelque chose, une personne qui n'était pas moi, en fait, quand j'étais à Versailles. Et j'ai quitté très rapidement cette ville, quand j'ai compris, par les chasses à l'orage. Parce que j'ai commencé à chasser l'orage à partir de 13 ans. C'est très jeune, je suis très jeune dans mes vocations. La naissance d'un orage, on ne peut pas l'anticiper sans le radar. Et là, maintenant, on voit le rideau de pluie. Et s'il donne des éclairs, on les verra juste là. À partir de maintenant, on va les entendre progressivement être de plus en plus forts. Et de toute façon, on voit bien que l'intensité d'éclair augmente. On avait un éclair toutes les 20 secondes, maintenant c'est à peu près toutes les 5-7 secondes. Sur l'image radar, ce sont des orages extrêmement violents. Ouais. À 13 ans, je suis sorti, je suis allé à Tours. Alors, ça paraît juste être un acte bête de prendre un TGV, d'aller à Tours. Je suis allé avec des amis à Tours. Et à Tours, j'ai réalisé que la France, c'était pas Versailles. Et je me suis dit, effectivement, oui, moi qui vivais à Versailles, j'essayais de me donner des airs, je suis fils d'eux, j'ai de l'argent, je m'habille bien, j'ai des marques. J'essayais de faire ça parce que je considérais qu'il fallait s'intégrer dans son pays d'accueil et qu'il fallait que je m'intègre à la France qui correspondait à Versailles. C'est pas le cas. Et en fait, à Tours, j'ai réalisé que moi, je voulais plus être à Versailles. Je voulais aller à la campagne. Je voulais aller dans la province, comme on dit, ou même encore plus que la province. Je voulais aller vraiment dans les campagnes. Je voulais vivre près des arbres, des oiseaux, des agriculteurs. Et ça m'intéressait pas d'être une personne qui travaille pour des choses qui me paraissent futiles. Donc, je me suis orienté sur l'agroclimatologie. Je suis agroclimatologue. Mais
aussi chasseur d'orage, qui est en fait, entre guillemets, ma passion de la nuit, faire la photographie, tandis que le jour, je suis plutôt dans des laboratoires, dans des champs ou devant mon public en conférence pour parler du changement climatique sur l'agriculture. Mais vous êtes quand même fait remarquer grâce à une photo qui a eu un prix de... Tout à fait, Dites-moi. tout à fait. Alors oui, c'est une passion, mais c'est plus qu'une passion en fait, la chasse à l'orage, c'est une raison de vivre. Vous filmez pas, ce sont des Ce photos. sont à des chaque fois. C'est photographies. capturé au bon Ce moment. sont des photographies, des relevés aussi météorologiques de terrain. Il y a aussi de l'observation scientifique, tout un côté aventure, de dormir dehors, de vivre dehors, d'être juste en lien avec la nature, ce que je voulais, en dehors des villes, en réalité. Ça, c'est mon métier, de prévoir en fait le temps qu'il va faire dans les prochains jours. Et après, du coup, je vais sur le terrain, effectivement. Waouh, regarde-moi ça. Waouh, putain. Putain, je l'ai raté. Je pense que c'est la dernière pause, d'accord? Waouh, ah, tu l'as vu celui-là? Je l'ai eu. Je sais pas si vous vous rendez compte d'une chasse à l'orage. Si je vous pose la question, venez, on s'en va. Là, je vous dis, on part, on prend la voiture. J'ai un petit van aménagé où j'ai un lit, j'ai une petite cuisinette derrière et 2-3 trucs pour vivre dehors, en fait, pour être autonome. J'ai plusieurs grosses batteries électriques pour pouvoir travailler aussi à l'extérieur. Et je vous dis, on part. Tous les deux, on va partir quelque part entre Nice et Venise. Quelque part. Alors, votre première question va être de me poser la question, où est-ce qu'on dort, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on fait, je veux m'organiser. Ben, moi, je veux dire, il n'y a pas d'organisation. Il y a rien. On part à la chasse à l'orage et on finira peut-être au bord d'une falaise à regarder le paysage et on va peut-être dormir sur un sac de couchage en bord de mer. Enfin, et c'est ça qui est bien en chasse à l'orage. C'est ça que j'aime. C'est juste que rien n'est planifié. On ne sait pas où on commence, on ne sait pas où on termine. On ne sait pas si on aura quelque chose d'ailleurs. On ne sait pas ce qu'on mange, on ne sait pas où on dort. Et quand on dit ça à quelqu'un, on part. Premier aspect, il panique, il se dit, je ne sais pas organiser, je ne veux pas venir. Mais justement, c'est ça qui est bien. C'est pour ça que j'aime la chasse à l'orage, c'est qu'on se retrouve dans un équilibre. On vit pour soi et on n'a pas d'objectif particulier. Alors, c'est vrai que maintenant, je pars un petit peu moins plusieurs jours à la suite puisque j'ai des enfants, mais quand j'étais plus jeune, il m'arrivait de partir une semaine. Et pendant une semaine, si j'avais envie de visiter le Vercors, je pouvais aller dans le Vercors, il y avait des orages, je pouvais les prendre en photo. Je me déplaçais dans le Vercors, je pouvais aller peut-être en Côte d'Azur. C'est juste selon l'envie. Aujourd'hui, j'ai envie de visiter tel bâtisse, tel village des plus remarquables de France, où j'ai envie de boire de la clairette de Die ou alors de manger quelques fromages particuliers. C'est ça que j'aime bien. Et vous imaginez à Versailles, le petit jeune qui... quand il fallait sortir à l'opéra ou faire un bal de je ne sais quoi, où il y avait des soirées privées entre personnes riches pour que les enfants se connaissent entre eux, bien sûr, je n'étais pas invité. Moi, je leur disais, je ne peux pas. Ce soir, je suis quelque part entre Orléans et Chartres. Je chasse l'orage. Et on me regardait, on me disait, mais qu'est-ce qu'il me raconte, ce petit jeune? C'est très curieux. Et non, je n'étais pas dans les... Je ne faisais pas de scoutisme, pas de caté. J'étais pas dans les délires. Et donc, j'étais seul, oui. Mais à la fois entouré, parce que j'ai quand même eu beaucoup d'amis et une bonne trentaine avec lesquels je suis encore en lien. Alors, de qui avez-vous appris? Alors au début, avant d'avoir Internet, j'ai appris seul. On appelle ça un autodidacte. En fait, vous savez, quand on est passionné, on peut faire des choses formidables. Hein. Je veux dire, il y a des passionnés de papillons, des passionnés de scorpions, des passionnés de volcans, des passionnés de géologie, des passionnés d'astronomie. Quand on est passionné, on peut... dès le plus jeune âge, à apprendre des choses, et c'est assez bluffant. Alors moi, j'ai commencé seul à lire des livres de thermodynamique. J'avais pas Internet, ça n'existait pas à l'époque dans les foyers. Donc j'allais à la bibliothèque, j'achetais des livres à la Fnac à l'époque, et à Gilbert Joseph, je me rappelle, on avait des CD aussi que j'achetais ou des cassettes qu'on mettait sur les tornades. Et j'ai appris comme ça, par les orages. Et me posez pas la question pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Je suis né pour faire ça, et j'ai continué dans cette voie-là. Et c'est vrai qu'après, avec Internet, on a commencé à se regrouper, et j'ai appris encore plus de choses en rejoignant l'association infoclimat.fr, qui est une association à but non lucratif de passionnés de météorologie, et qui travaille sur le déploiement de la data, des réseaux de stations météo. Maintenant, tout est connecté.
Et c'est super, on a des réunions 2 fois par an, où on loue des gîtes, où on est 20, 30, 40 personnes, on parle tous de météo. Et c'est comme ça que j'ai commencé à rencontrer des personnes qui parlent de mon sujet. Parce que jusqu'à mon âge de 13 ans, entre 9 ans et 13 ans, je ne parlais à personne de ça, personne m'écoutait. Vous savez, quand je me mettais à parler dans la cour d'école, parce que j'étais à l'école, j'étais en primaire, je me disais, vous savez, les cumulonimbus, et puis, en fait, au bout de 2-3 fois, ils m'écoutaient plus. Tout le monde s'en foutait de ce que je racontais, et moi, j'étais dans mon délire, quoi. Et j'étais un peu le mec bizarre qui parle de météo, alors que bah à mon âge peut-être que je me serais intéressé plutôt à Mario ou à Pokémon, au Pog, ce qui était le cas à l'époque. Moi je voulais parler des orages, voilà. Est-ce que vous avez eu envie de voler en parapente ou juste pour sentir les vents ou pas du tout? Ou c'est plutôt sur terre et regarder les nuages Ce qui est marrant dans la question que vous me posez, c'est l'adrénaline. Oui. Parce que ceux qui volent en parapente, ceux qui sautent aussi en parachute, ou les chasseurs d'orage, il y a une certaine forme de recherche d'adrénaline, une certaine forme d'addiction au stress. Et cette hormone, en fait, qui procure du plaisir, de la peur, à la fois un mélange d'excitation. Après, il y a une certaine forme de zénitude quand on redescend, qui est en fait tout un mélange d'hormones qu'on a dans l'organisme. Alors moi, je n'ai pas voulu faire du parachute, alors j'ai le vertige déjà, donc ça risque d'être compliqué. Mais il y a cette recherche en parallèle de l'adrénaline, et c'est comme des sports qui sont pas vraiment des sports aux Jeux Olympiques, mais c'est un peu des sports de l'extrême. Le chant en parachute, moi je considère que ça peut être un sport, et la chasse à l'orage, pour moi c'est pareil. On a une recherche d'adrénaline qui est très importante, qui rend le côté addictif. En plus du côté, on sort de notre quotidien, on n'a pas les écrans devant nous, on est dans la campagne, on entend les oiseaux. Il y a une recherche d'adrénaline qui est très présente, ouais. Si le son dure plusieurs secondes, vous voyez un petit ronronnement, c'est que soit c'est un internuageux, un intranuageux, donc quelque chose qui s'est déroulé dans l'atmosphère qui n'a pas touché le sol, ou soit c'est un coup de foudre extrêmement lointain qui ronronne en fait. Plus l'éclair est proche, plus il va vous faire un son sec et bref et violent. Par contre, si vous entendez un sifflement et un son direct, c'est que l'éclair est tombé à moins de 50 mètres. Parce qu'en fait, le sifflement, c'est l'arrivée de la foudre. Et après, on a la décharge. Donc là, on n'a pas le temps de réagir en réalité. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que quand même, vous risquez votre vie. Oui. Oui, j'ai déjà failli mourir 3 fois. Ça fait partie, c'est comme dirait Dalida, hein, elle voulait mourir sur scène. Hein. J'ai appris ça de mes parents qui écoutaient ça pour venir en Europe. Mais en réalité, bah oui, j'ai failli déjà mourir 3 fois. 3 fois, la foudre est tombée à proximité. Alors un chasseur d'orage a moins de risques de se faire foudroyer qu'une personne du grand public parce qu'on connaît les risques, les zones de foudroiement. Donc on ne s'expose pas dans un champ, une falaise inutilement. En général, on est dans la voiture, on télécommande l'appareil à distance parce que la voiture se comporte comme une cage de Faraday. Si la foudre frappe la voiture, eh bien on n'est pas touché. Et d'ailleurs, la voiture, dans la majorité des cas, n'a strictement rien. Ça va directement au sol par les pneus et du coup, on a strictement rien. Et donc oui, il y a des fois où, par exemple, une fois, j'avais des personnes qui étaient très curieuses, qui me parlaient en bord de mer, sur l'île d'Oléron, et je n'étais pas aussi attentif et très concentré pour savoir où est la zone de foudroiement. Et un orage sur lequel je n'avais pas regardé les radars, je n'avais rien regardé, je discutais en fait. C'est formé au-dessus de nous, et avant de donner la pluie, c'était un orage sec, il a donné de la foudre. Sauf que la foudre est tombée sur une terrasse de restaurant à 50 mètres derrière moi, pas sur moi, sur un lampadaire. Après, il y a eu tous les pompiers, policiers qui sont arrivés. Ça a été assez... je ne connais pas les conséquences, je n'ai pas regardé, mais je crois qu'il y a eu beaucoup de blessés. Et là, typiquement, c'est un cas où j'étais très déconcentré, où je me suis laissé happer par la discussion. Oui, il y a des chances de mourir dans une chasse à l'orage, mais le premier facteur de mort n'est pas la foudre, c'est la route. C'est la route. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, entre 2h et 6h du matin, le nombre de sangliers qu'il peut y avoir sur les routes, en Aveyron, dans l'Aubrac, quand on va sur les plateaux, il y a des sangliers partout, et on roule à 50 km/h sur les routes de campagne, parce que moi je me suis déjà fait surprendre par un sanglier. Ça fait pas du bien à la voiture, ni du bien psychologiquement quand on conduit la nuit dans une forêt. Donc maintenant, pour éviter les risques d'accidents, j'ai aussi beaucoup vieilli depuis, eh bien je dors dans la voiture. J'ai aménagé un van, je dors dedans, au lieu de reprendre la route après l'orage, parce qu'il y a toute la fatigue, la baisse du stress qui revient. On s'endort assez rapidement après un orage.
Donc je dors sur place. Et puis c'est encore mieux, comme ça je peux dormir avec le bruit de la pluie sur la carrosserie. Je crois que c'est le meilleur truc de ma journée. Vous endormir avec le bruit de la pluie sur la carrosserie et vous réveiller le matin avec les oiseaux qui chantent le matin après un air moins lourd, nettoyé par un orage. Mais je crois que c'est le meilleur réveil qu'on puisse avoir. Hein. C'est beaucoup mieux que dans un hôtel, dans un 5 étoiles à Ibiza, quoi. Vous pouvez me décrire la photo qui vous a fait gagner un prix Oui, parce que le 4 août 2020, on est parti à Cannes avec un de mes collègues qui s'appelle Dorian, que je salue. Et on a pris en photo un très très bel orage. Et le 4 août 2020, une de mes photos a été élue plus belle photo météo du monde, donc dans la catégorie météorologique et environnement. Et c'est une photo d'un orage, on appelle ça un orage monocellulaire. Donc c'est un orage isolé au-dessus de la mer Méditerranée, dans la baie de Cannes. Donc vraiment une photo très pure, parce qu'il n'y avait pas les nuages bas, vous savez, qu'on a dans les épisodes Sevenol ici. Et c'était un ciel très haut, très dégagé, avec la pleine lune qui éclairait que le seul nuage qu'il y avait, qui était l'orage. Et donc on avait les étoiles, les planètes et la mer au premier plan avec quelques îles. Donc une photo extrêmement pure en termes de... Il n'y avait pas de fil, il n'y avait pas d'arbres qui masquaient l'horizon, il n'y avait pas de nuages bas, il n'y avait pas d'humidité, pas de brouillard. Et on a eu un très très bel éclair qui est sorti du haut du cumulonimbus, donc du haut du nuage, et qui a frappé en dehors du rideau de pluie, donc extrêmement ramifié dans un ciel limpide très beau. Et cette photo, oui, a été élue plus belle photo du monde en catégorie météorologie en 2021. Et j'en ai fait une qui est plutôt pas mal l'an dernier. Si vous regardez par exemple une photo que j'ai faite autour du pic Saint-Loup. Ouais, il y a eu un orage. Ouais. Ouais. J'ai fait une photo avec 7 impacts de foudre entre l'Ortus et le pic Saint-Loup sur des points de vue de mon village, où ça faisait 12 ans. Ça faisait 12 ans que j'essayais de faire cette photographie, où je me rendais à chaque orage qui passe autour du pic Saint-Loup. Et à chaque fois, ça tombait soit à gauche, soit à droite, soit ça tombait pas du tout, soit il pleuvait trop vite, soit il y avait trop de vent. Et là, on a eu des conditions extrêmement violentes parce qu'il y avait des éclairs qui tombaient autour de nous. Mhm. C'était très dangereux. Beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Et je sais pas, il y a eu une fenêtre de 2 minutes où il pleuvait moins. J'ai reposé l'appareil, je l'ai lancé pendant 2 minutes. Et là, il y a eu 7 impacts de foudre en même temps. Donc c'est une photo très belle. Et elle aussi, je pense que je vais la proposer à des concours internationaux. Ça mettra un petit peu en avant notre territoire, non ? Mhm. Quel est votre rêve d'adulte ? Mon rêve d'adulte, je sais pas si j'ai vraiment... Ah si, À part la photo. c'est de partir aux États-Unis chasser la tornade. Voilà, c'est les chasseurs de tornades aux États-Unis, ça c'est un rêve d'adulte. Mais c'est mon rêve personnel, ça. Mais vu que je ne prends pas l'avion, ça risque d'être compliqué pour l'instant. Peut-être le faire une fois dans ma vie, mais je ne le referai pas tous les ans. Et que donner comme conseil à un enfant qui voudrait faire la même chose que vous ? Bah de le faire. C'est mon conseil. Parce que moi, mes parents, la première réaction qu'ils ont eue, c'est pas de se dire mais non, mais il faut devenir astronaute, puis ça paye mieux d'être médecin, et puis alors architecte c'est pas mal, quoi, ça paye pas mal. Et bah moi ils ont dit bah qu'est-ce qu'il raconte ce petit enfant. Pendant un an ils se sont dit mais tu sais pas, peut-être que ça va changer. Et ben en fait ils ont remarqué que non, et après ils m'ont laissé faire. Donc premier truc, n'écoutez pas vos parents, parce que les parents ont tendance à les rediriger vers ce qui est socialement acceptable. S'il veut devenir peut-être le nouveau Picasso, qu'il y aille. S'il veut devenir chanteur, qu'il y aille. On n'est pas là sur Terre pour faire ce qu'on nous a dit de faire. On n'a qu'une seule vie. Et quand à 70 ans on réalise qu'on a fait des choses qu'on n'avait pas envie de faire, c'est trop tard. On n'a qu'une seule vie. Donc ces jeunes, s'ils veulent devenir agriculteurs, mais faites-le. Surtout n'écoutez pas vos parents qui vont vous dire mais ça paye pas, c'est trop dangereux, etc., etc. Mais faites-le. Voilà. C'est ce que je veux leur dire, c'est n'écoutez pas ce qu'on vous dit, écoutez ce que vous dites. Et c'est ce que j'ai fait, en fait ça a très bien marché. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La nuit, Serge capture les orages. Et le jour, il pratique son métier d'agroclimatologue. Son rôle ? Décrypter l'impact direct du dérèglement climatique sur nos assiettes. Entre gel tardif et grêle violente, il cherche des solutions concrètes pour une agriculture résiliente. Mais comment passe-t-on de l'analyse météo à la stratégie agricole ? Pourquoi son travail est-il devenu un enjeu de société majeur ? C'est ce que nous allons entendre dans la partie 2. C'était Ma vie en rose. Merci infiniment à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser ce portrait sonore.